Imagine une situation où deux pays, qui aujourd'hui cherchent ouvertement à s'anéantir mutuellement, ont autrefois collaboré en silence, main dans la main, sans que presque personne ne le sache. Ce n'est pas une note de bas de page oubliée dans les livres d'histoire, mais bien une alliance très réelle et soigneusement construite entre l'Iran et Israël. Entre deux pays qui, aujourd'hui, bombardent les villes de l'autre à coups de roquettes et semblent sur le point de déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Mais alors, d'où vient cette hostilité? Surtout qu'ils ont été, pendant des décennies, les plus grands alliés l'un de l'autre. Ok, soyons réalistes, leur bonne entente d'autrefois ne reposait pas sur l'amitié, mais sur une peur commune. Les deux pays avaient le sentiment d'être entourés d'ennemis, et dans ces moments-là, l'idéologie passe soudainement au second plan. Quand la survie est en jeu, même les différences politiques les plus délicates peuvent être mises de côté, du moins pour un temps. Dans les années 60, l'Iran et Israël redoutaient le même ennemi, le nationalisme arabe unifié. À la tête de ce mouvement se trouvait l'Égypte, dirigée par Gamal Abdel Nasser, qui voulait créer un bloc arabe fort et uni. Dans ce contexte, l'Iran, en tant que monarchie perse, et Israël, en tant qu'État juif, étaient tous deux considérés comme des intrus. Cette angoisse commune a donné naissance à une alliance secrète. L'Iran bénéficiait du savoir-faire technologique et du soutien militaire d'Israël, tandis qu'Israël gagnait un précieux allié musulman dans une région où tout le monde le considérait comme un ennemi. L'un des exemples les plus frappants de cette coopération fut l'oléoduc El Ashkelon. Cet oléoduc transportait discrètement, grâce à des accords secrets, le pétrole iranien vers Israël, puis de là vers l'Europe. Le pétrole affluait vers l'Occident, et en échange, des armes israéliennes ainsi que des instructeurs militaires arrivaient en Iran. Même le tristement célèbre service de renseignement iranien, la SAVAK, a été mis en place avec l'aide d'experts israéliens. Ils leur ont enseigné des méthodes grâce auxquelles le Shah pouvait garder le pays encore plus fermement sous son contrôle. Mais le partenariat secret ne s'est pas arrêté au pétrole et aux armes. Ils étaient également alliés sur le plan politique, agissant ensemble contre le nationalisme arabe, et Téhéran a discrètement toléré les actions militaires d'Israël pendant la guerre des 6 jours, ce qui, aux yeux de la majeure partie de la région, était un crime. Sur le papier, les deux États étaient donc aux antipodes, l'un était une monarchie religieuse, l'autre une jeune démocratie juive, mais en réalité, leur survie primait sur l'idéologie. Un autre événement illustre bien cela. Peu de gens le savent, mais l'Iran a été le premier des États à majorité musulmane à reconnaître Israël, dès 1948, seulement quelques mois après sa fondation. Eux non plus n'aimaient pas le sionisme, mais ils voyaient très bien que, dans la partie d'échec du Moyen-Orient, un allié stable valait bien plus qu'un attachement obstiné au principe. Tout cela, bien sûr, reposait sur un terrain glissant. Le Shah et ses dirigeants savaient très bien qu'aux yeux du peuple, être l'ami d'Israël équivalait à une trahison de la patrie. Les dirigeants israéliens étaient également conscients que si la situation politique intérieure de l'Iran venait à vaciller, ce partenariat fragile pouvait s'effondrer du jour au lendemain. Pourtant, cela a fonctionné tant que le nationalisme arabe le maintenait en vie. Mais de tels mariages forcés durent rarement éternellement. La tension montait de plus en plus dans la société iranienne, la pauvreté augmentait, beaucoup en avaient assez de la politique du Shah, pro-occidentale, modernisatrice mais en même temps oppressive, et les voix des chefs religieux se faisaient de plus en plus entendre, affirmant qu'Israël n'était pas un allié, mais un pécheur, et que l'amitié avec lui constituait une trahison de l'islam. À la fin des années 70, tout le monde voyait déjà, le système se fissurait sous la surface. Et à mesure que la société bouillonnait, il devenait de plus en plus certain que si le Shah tombait, Israël ne pourrait plus compter sur le pétrole perse, mais bien davantage sur la haine et une rhétorique guerrière. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour ce tournant. Le moment historique clé est arrivé en 1979. La révolution iranienne n'a pas été qu'un simple changement de gouvernement, mais la réécriture de l'identité d'une nation tout entière. Pendant des décennies, la monarchie du Shah a tenté de moderniser le pays à l'image de l'Occident, avec des armes israéliennes, des conseillers américains et des milliards de dollars provenant du pétrole perse. Mais dans le même temps, le fossé ne cessait de se creuser entre les vitrines étincelantes des villes et la misère des masses religieuses rurales. Les gens avaient le sentiment que le Shah se rapprochait trop des États-Unis et d'Israël, tout en oubliant son propre peuple. Et c'est dans cet espace chargé de tensions qu'un vieux chef religieux, Ruhollah Khomeini, fit son entrée. C'est lui qui a dit tout ce que beaucoup ne faisaient que murmurer jusque-là, le Shah est corrompu, il est une marionnette de l'Occident, et l'existence d'Israël est une honte pour le monde islamique. Dans les enseignements de Khomeini, Israël n'était plus seulement un pays, mais le petit Satan, le petit frère du grand Satan, c'est-à-dire l'Amérique. Lorsque la révolution a triomphé, le changement s'est opéré à une vitesse fulgurante, la porte de l'ambassade d'Israël a été fermée et la clé remise à l'Organisation de libération de la Palestine. Le message était clair, à partir de ce moment-là, l'Iran soutiendrait la cause palestinienne au lieu d'Israël. Ce geste n'a pas été suivi que de symboles, toute trace d'Israël est devenue ennemie. L'Iran a interdit l'acceptation des passeports israéliens et il a été interdit à jamais aux citoyens iraniens de se rendre sur les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire en Israël. Le nouveau pouvoir a ainsi,
d'un seul coup, renverser tout ce que le Shah avait construit pendant des décennies, le pragmatisme a été remplacé par l'idéologie. Dès lors, Israël n'était plus un allié utile mais gênant, mais un ennemi moral. Bien sûr, cela a aussi bien arrangé le nouveau régime. L'hostilité envers Israël était l'outil parfait pour rassembler les différentes factions de la révolution, l'ennemi commun, évidemment. Pour les dirigeants radicaux, la haine d'Israël et de l'Amérique était ce qui maintenait le régime uni, et cette haine s'est rapidement transformée en armes. La direction iranienne a commencé à soutenir avec de l'argent, des armes et des instructeurs les organisations, principalement des organisations terroristes bien sûr, qui voulaient affaiblir Israël. C'est à ce moment-là qu'est né le Hezbollah, l'organisation chiite libanaise, qui est rapidement devenue l'un des ennemis les plus redoutables d'Israël. C'était l'un des produits d'exportation les plus influents de la Révolution, une nouvelle forme de guerre par procuration, organisée sur une base religieuse et fortement armée. Cela signifie essentiellement qu'un pays n'attaque pas directement son ennemi, mais finance et arme d'autres groupes locaux pour qu'ils se battent à sa place. C'est exactement ce qu'a fait l'Iran, mais ce n'est pas non plus un exploit extraordinaire. Israël a parfaitement compris ce qui se passait, si bien qu'il ne restait plus aucune trace de la confiance autrefois bâtie en secret. C'est peut-être cela le plus surprenant. En quelques semaines pendant la Révolution, tout ce que les deux pays avaient construit pendant des décennies s'est effondré. Et pourtant, cela ne venait pas de nulle part. Toutes les tensions du règne du Shah, toutes les passions religieuses réprimées, toutes les rancœurs secrètes ont explosé d'un coup, emportant avec elles l'ancienne alliance. À partir de là, la relation entre Israël et l'Iran n'a plus été qu'une guerre idéologique ouverte. C'est alors qu'une nouvelle question s'est posée, combien de temps cela resterait-il au niveau de la rhétorique, et quand la haine se transformerait-elle en véritable guerre? Eh bien, il a encore fallu attendre pour cela, car l'Iran avait, disons, des soucis bien plus importants que l'existence de l'État juif. En 1980, en effet, l'Iran et l'Irak se sont engagés dans une guerre sanglante qui a broyé les deux pays pendant 8 ans. Derrière l'Irak, il y avait pratiquement tout le monde arabe ainsi que plusieurs pays occidentaux qui redoutaient le tout nouvel État islamique iranien. Pour Israël, en revanche, c'était justement l'Irak qui représentait la plus grande menace. Les ambitions de Saddam Hussein, sa gigantesque armée et son programme d'armes chimiques représentaient à l'époque une menace bien plus directe qu'un Iran rongé par des tensions internes. C'est ainsi qu'est née une décision cynique mais logique, Israël a commencé en secret à fournir des armes à l'Iran, même si à Téhéran on maudissait publiquement le petit Satan chaque jour. Les chiffres sont stupéfiants, rien qu'entre 1981 et 1983, des armes et du matériel israélien d'une valeur d'un demi-milliard de dollars ont afflué vers l'Iran. Des mitrailleuses, des pièces de chars, des munitions d'artillerie, tout ce qu'il fallait pour qu'Iran ne s'effondre pas sous les attaques de l'Irak. Et pourquoi Israël a-t-il accepté cela? Pour deux raisons. La première est une simple question de géopolitique. Plus la guerre dure, plus l'Irak s'affaiblit, et moins il représente une menace pour Israël. L'autre raison, moins connue, concernait la communauté juive restée coincée à Téhéran. Israël espérait qu'en échange des livraisons d'armes, la population juive resterait en plus grande sécurité. Bien sûr, toute cette affaire était profondément secrète. Les armes étaient souvent payées en pétrole. Des pétroliers iraniens transportaient le pétrole brut, en échange des techniciens israéliens réparaient les avions et remplaçaient les pièces usées. La CIA était également au courant et a même souvent aidé à faciliter l'affaire, car le gouvernement américain ne voulait pas non plus que l'Irak de Saddam Hussein devienne trop puissant. Pendant ce temps, en public, tout le monde continuait le théâtre habituel. Téhéran criait ses slogans habituels contre Israël, tandis qu'Israël qualifiait ouvertement les dirigeants révolutionnaires de dangereux terroristes. Mais en coulisses, les intermédiaires circulaient comme de véritables diplomates, les cargaisons d'armes volaient et des milliards de dollars changeaient de main. Toute cette situation absurde est un parfait exemple de ce qu'on appelle la realpolitik, quand les principes sont mis de côté et que ce sont les intérêts économiques qui dictent les événements. Bien sûr, tout cela n'a pas duré éternellement. À mesure que l'Irak s'épuisait et que la guerre touchait lentement à sa fin, Israël n'avait plus aucune raison d'aider l'Iran. Les canaux secrets ont été fermés et la haine idéologique a de nouveau pris la place des intérêts mutuels. Mais cet épisode a montré que même les ennemis les plus acharnés peuvent s'asseoir à la table des négociations si leurs intérêts l'exigent. Comme je l'ai dit, la guerre s'est terminée lentement mais sûrement. L'Irak s'est affaibli et la relation entre Israël et l'Iran s'est irrémédiablement détériorée. C'est à cette époque que la guerre par procuration lancée après la révolution iranienne, c'est-à-dire la stratégie consistant pour l'Iran à armer et à mobiliser d'autres groupes contre Israël, s'est vraiment renforcée, devenant progressivement un conflit ouvert et visible de tous. Le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza sont devenus de véritables armées grâce à l'argent et aux armes de l'Iran. Il ne s'agissait plus de quelques dizaines de guérilleros, mais de milices comptant des milliers d'hommes, équipés de roquettes, qui pouvaient lancer une attaque contre Israël à tout moment, sans qu'il soit nécessaire pour l'Iran de déclarer officiellement la guerre. À partir des années 1990, ces groupes ont mené de véritables mini-guerres aux frontières d'Israël. Des roquettes s'abattaient dans le nord, des attentats suicides et des enlèvements maintenaient l'armée israélienne en état d'alerte permanent.
derrière chaque attaque se trouvait la main de l'Iran, et Israël le savait parfaitement. Dans les années 2000, la technologie a ensuite porté le combat à un nouveau niveau. Le cyberespace est apparu, où des virus et des attaques de hackers paralysaient les systèmes de l'un et de l'autre. Le cas le plus célèbre fut Stuxnet en 2010. À ce moment-là, la crainte qu'Israël exprime depuis lors sur toutes les tribunes est devenue de plus en plus pressante. L'Iran veut secrètement construire une arme nucléaire. Le programme nucléaire était officiellement destiné à la production d'énergie civile, mais tout le monde savait qu'il ne manquait qu'un pas pour qu'il puisse être utilisé à des fins militaires. Israël considérait que cela était tout simplement inacceptable, que la menace était bien trop grande. C'est ainsi qu'est née l'idée du virus Stuxnet, une cyberattaque secrète américano-israélienne qui a discrètement provoqué des dysfonctionnements dans le fonctionnement des centrifugeuses nucléaires iraniennes. Cela a retardé le programme nucléaire de plusieurs années, sans avoir recours à des bombardements spectaculaires. Juste pour le contexte, ce sont ces centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium à un niveau de pureté suffisant pour fabriquer une bombe atomique. C'est pourquoi il était crucial pour Israël de les saboter à temps. Bien sûr, l'Iran n'est pas resté les bras croisés. Ses propres équipes de hackers ont attaqué des banques israéliennes, des réseaux électriques, et ils ont même utilisé des drones, qui deviennent de plus en plus précis dans leurs frappes. Chaque nouvelle technologie de pointe devient une nouvelle arme dans ce combat. Au fil des années, Israël a agi de plus en plus fermement. Des frappes aériennes ciblées en Syrie et au Liban pour empêcher les livraisons d'armes. Des explosions mystérieuses dans des installations nucléaires iraniennes, des attentats contre des scientifiques clés. La méthode reste toujours la même, mieux vaut prévenir que guérir. Mais cela n'a fait qu'accentuer la spirale des tensions. La déclaration tristement célèbre du président Ahmadinejad, selon laquelle Israël disparaîtrait de la scène de l'histoire, n'a fait qu'attiser le feu. En 2006, le Hezbollah a tiré plus de 4000 roquettes sur Israël en une seule guerre. Chaque attaque entraînait une nouvelle riposte, et chaque riposte engendrait de nouvelles représailles. Et lorsque nous sommes arrivés en 2024, la tension a véritablement explosé. Une frappe aérienne israélienne à Damas a touché un consulat iranien. Selon Israël, il s'agissait d'un dépôt d'armes, selon l'Iran, d'un bâtiment diplomatique. En réponse, l'Iran a lancé 300 drones et missiles sur Israël, utilisant des missiles hypersoniques et des essaims de drones coordonnés. Israël n'est pas resté sans réagir non plus. Des frappes ciblées ont visé des champs pétroliers iraniens, des bases militaires, des usines d'armement, tandis que la population payait le prix fort avec des coupures de courant, des alertes aériennes, la peur et la mort. Cette guerre par procuration a donc depuis longtemps dépassé le stade des manœuvres en coulisses. Aujourd'hui, en 2025, il semble que les deux pays aient été entraînés dans une guerre ouverte. Selon Israël, le programme nucléaire iranien s'est dangereusement rapproché de la fabrication réussie d'une bombe, c'est pourquoi, le 13 juin, l'opération Lion-Levant a été lancée. Lors de cette opération, plus de 200 avions et drones israéliens ont été déployés contre les installations nucléaires et militaires iraniennes. Plusieurs hauts gradés et scientifiques ont perdu la vie en plus de la destruction des infrastructures, puis, le 14 juin, la riposte de l'Iran a marqué un tournant historique. En effet, il s'agissait de la première réponse d'une telle ampleur de la part d'un État, entraînant une confrontation militaire directe entre Israël et l'Iran. Cependant, les attaques se sont intensifiées, au lieu de viser des installations militaires, elles ciblent désormais des infrastructures civiles. Les 16 et 17, Israël a attaqué des hôpitaux et des bâtiments de la télévision d'État, ce à quoi l'Iran a répondu en lançant des roquettes sur des localités civiles. Les répercussions de cela se font déjà sentir dans le monde entier, arrêt du trafic aérien, mesures diplomatiques internationales et réactions économiques globales, comme la hausse des prix du pétrole. Dans cette situation enflammée, les États-Unis jouent à la fois le rôle de pompier et de jerrycan d'essence. La plus grande puissance du monde est depuis longtemps l'allié la plus proche d'Israël, tout en essayant de se présenter comme médiateur de paix. À l'époque, l'administration Biden a investi énormément d'énergie pour intégrer l'Arabie Saoudite dans une alliance plus large au Moyen-Orient visant à protéger Israël. Mais le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël a systématiquement été interrompu par de nouvelles salves de roquettes ou des attentats, laissant place à une profonde méfiance réciproque. Cela montre clairement que, peu importe la finesse avec laquelle on manœuvre les pions diplomatiques, on ne peut pas effacer du jour au lendemain des décennies de blessures et de haine. La paix est d'autant plus difficile à atteindre qu'au fil des décennies, l'Iran a magistralement mis en place sa propre armée de supplétifs. Le Hezbollah, le Hamas et les Houthis du Yémen ne reçoivent pas seulement de l'argent et des armes de Téhéran, mais aussi une formation, un soutien des services de renseignement et des orientations idéologiques. Ce sont eux qui continuent de tirer, même lorsque l'Iran et Israël restent silencieux. Donc, même si demain les deux pays signent la paix en surface, tout restera comme avant. Ensuite, chaque roquette, chaque explosion donne un nouveau prétexte à une riposte israélienne, et tout recommence. Le problème, c'est que ce n'est plus seulement une lutte géographique ou de pouvoir, c'est une question d'identité. Pour les dirigeants iraniens, diaboliser Israël est l'un des piliers du régime.
C'est ainsi qu'il justifie l'embargo, les difficultés, les coûts de la guerre. Si on retire cela de l'équation, le régime pourrait vaciller de l'intérieur. Pour Israël, en revanche, cette histoire concerne la survie. Le programme nucléaire de Téhéran équivaut à une menace directe pour la sécurité existentielle. C'est pour cela que des scientifiques ont été assassinés, que des centrifugeuses ont été infectées par des virus. C'est aussi pour cela que des convois sont bombardés en Syrie, en Irak et désormais même des installations directement sur le territoire iranien. Dans cette situation, tout vacille. L'explosion d'une usine, la mort d'un scientifique ou une attaque de drone mal interprétée peuvent à tout moment embraser tout le Moyen-Orient. De plus, les deux camps ont déjà évoqué la possibilité nucléaire. Israël ne l'a jamais admis, mais c'est un secret de polichinelle pour tout le monde qu'il possède l'arme nucléaire. Quant à l'Iran, il se rapproche chaque jour un peu plus d'en avoir une aussi. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite et les pays voisins avancent aussi leurs pions. La plupart des gens craignent l'Iran, mais ils craignent que la réponse trop dure d'Israël ne déclenche une catastrophe régionale. La géopolitique est comme une rangée de dominos, un faux mouvement suffit et tout commence à s'écrouler. Et la diplomatie ? En principe, oui. Comme je l'ai dit, les États-Unis jouent cette fois un double rôle. Ils fournissent simultanément des armes et un système de défense antimissiles, tout en sondant Téhéran pour un éventuel cessez-le-feu par l'intermédiaire d'intermédiaires arabes. Lors du sommet du G7, le président Macron a également annoncé qu'une proposition de paix de médiation avait été élaborée, promettant un cessez-le-feu temporaire et de nouvelles négociations nucléaires. Le problème, c'est que tous ces papiers peuvent finir à la poubelle d'une seule explosion. L'Iran a également indiqué qu'il était prêt à reprendre les négociations, mais seulement si Israël cesse les bombardements et si l'Amérique ne s'engage pas directement dans la guerre. Mais le gouvernement de Netanyahou reste inflexible. Tant que l'Iran n'abandonne pas définitivement son programme nucléaire, il n'y aura pas d'accord, seulement de nouvelles frappes ciblées. Ainsi, la diplomatie ressemble aujourd'hui à un pompier qui voudrait agir, mais qui n'a qu'un verre d'eau à la main alors que tout le bâtiment est en flammes. Les prochaines semaines pourraient décider si cette guerre s'apaise ou si elle ouvre le prochain, voire le chapitre le plus sombre de l'histoire du Moyen-Orient.